Je dirais pas que j'ai trouvé mon ikigai, mais je suis super épanoui. Okay. Et 1000 fois plus épanoui qu'il y a 4-5 ans quand j'étais chez Price. Pour moi, qui suis ancien bègue, de pouvoir maintenant animer des formations et ça se passe super bien, je m'éclate, tu vois. Parce que chaque chose que j'accomplis, c'est une brique en plus dans ma construction. Bienvenue dans Rupture Co. Ici, pas de conseils de productivité ou de promesses de job de rêve, juste des invités qui discutent avec moi de passion, doute et de rapport au travail. Parce qu'aimer ce qu'on fait, c'est bien, mais payer son loyer, c'est pas mal non plus. Si l'épisode te plaît, n'hésite pas à laisser ton avis et à le partager. Bonne écoute. Ok. Salut Hugo, comment tu vas? Ça va très bien, très content d'être ici. Très content d'être ici. Et toi, la forme? La forme, il y a des jours avec et des jours sans, mais là, on va dire que ce sera un jour avec. C'est un bon jour. C'est un bon jour. Je te présentais rapidement pour donner un petit peu ton pédigré global et après on ira dans le détail. Donc Hugo, en plus d'être un bel homme magnifique avec des pectoraux saillants, Ça commence. a fait la même école de commerce que moi. On s'est jamais vu là-bas d'ailleurs. Non, Je te connaissais vaguement via ta photo profil sur Facebook, mais je t'avais jamais parlé, toi non plus. T'as fait donc cette école, t'as PSB. Ensuite, t'as repris l'association J'ai du cœur. Donc, c'est l'association caritative de l'école en 2e année. Après quoi, t'es parti à Dublin en échange. Après quoi, t'es revenu. T'as fait master en audit. Contrôle de gestion, c'est le même? À l'époque, le nom, c'était management et contrôle de gestion. Ok. Mais c'était axé audit, compta, contrôle de gestion, finance. Ouais, ok. Et donc, après quoi, logiquement, t'as fini chez Price, donc PwC, en audit financier au Luxembourg. Ouais, Luxembourg, 3 ans et demi. 3 ans et demi au Luxembourg, ça va être long. On va en reparler. Et maintenant, tu as repris donc, l'entreprise de ta mère, si je dis pas de bêtises, donc se faire savoir. Exactement. Quand j'ai racheté la boîte, il y a 3-4 ans, je me suis demandé, est-ce que je m'emmerde à faire un rebranding, à changer de nom? Ouais. Et on sait que c'est très compliqué à faire. Et vu qu'on avait bien capitalisé sur un portefeuille de clients, je me suis dit, si je change le nom, on ne va pas prendre de risque. Si je vais prendre le risque de perdre un client. Ouais, ça se tient. Ok. Écoute, c'est une très belle transition. Donc aujourd'hui, quand tu te présentes, vu que tu fais beaucoup de networking aussi, ça je sais, tu le fais très bien d'ailleurs, je suis impressionné, moi ça m'angoisse. Comment tu présentes ton activité? Tu fais quoi aujourd'hui? Comment je me présente moi ou je présente l'activité? Comment tu te présentes toi déjà, de manière succincte et c'est une bonne question parce qu'on fait tous ce concept que quand on se présente, quand on rencontre des gens en soirée ou je sais quoi, la première chose qu'on fait pour se présenter, c'est dire ce qu'on fait dans la vie. Bien sûr. Et à chaque fois, ça me saoule. Parce que, ok, c'est ce qui occupe le plus notre temps, mais c'est pas forcément ce qu'on est. On n'est pas résumé juste par son boulot. Et ok, le boulot nous prend beaucoup de temps, mais à côté de ça, j'adore ma famille, j'adore ma copine, j'adore faire du sport, j'adore les challenges, j'adore apprendre, j'adore pratiquer des langues, etc. Donc, ok, je suis le premier à être victime de ça, et à chaque fois quand je me présente, dans 99% des cas, je dis que je gère un cabinet de formation. Bien sûr. Mais à côté de ça, en fonction de l'interlocuteur que j'ai, je vois si j'axe plus à parler, voilà, j'adore voyager, ou j'adore faire du sport, j'adore ci, j'adore ça. Mais donc, la manière dont je me présenterai, Hugo, 30 ans, né le dimanche 6 mars, non, je ne vais pas rentrer dans les détails à ce niveau-là, mais 30 ans, ça fait 4 ans que je gère un cabinet de formation. Formation axée soft skills en B2B. Donc, on organise des formations pour les collaborateurs d'entreprise. Mais comme tu l'as dit en introduction, j'ai pas commencé avec ça et rien me prédestine à faire ça. J'ai commencé avec plutôt un background financier, avec un master dans les chiffres, avec une alternance dans les chiffres. Et ensuite, j'ai pris mon petit sac, plutôt ma mallette de petit financier. Je suis allé au Luxembourg faire de l'audit. Ok. Alors là, j'ai plein de questions parce que je trouve le parcours hyper intéressant. Moi, dans mon imaginaire, bosser chez Price, mon père bosse là-bas, donc j'ai vraiment une image d'entreprise qui est très particulière, mais bosser chez Price, encore plus en audit financier, encore plus au Luxembourg, dans ma tête, c'est vraiment l'archétype du consultant et c'est un truc qui, moi, m'effraie un petit peu. Alors, j'ai envie de savoir un peu ton état d'esprit quand tu as commencé le master, puis Price, puis aller au Luxembourg. Est-ce que c'est quelque chose que tu voulais volontairement? Est-ce que tu pensais faire ça quelques temps et après changer? C'était quoi un peu ta volonté à ce niveau-là? Alors, une question qu'on est beaucoup à se poser, je pense, c'est qu'est-ce que je veux faire? À 16 ans, on est en seconde, on se demande qu'est-ce que je veux faire plus tard pour choisir la section. J'avais aucune idée de ce que je voulais faire à l'époque. À 16 ans, moi, je voulais être force spéciale, tu vois. Donc, tu as fait un bac S scientifique et tu as eu une mention bien en plus. Bac S, spé maths. Je détestais apprendre des trucs sur la SVT, les rhyolites ou l'activité cellulaire des végétaux. J'en avais rien à foutre. J'ai quand même fait ça.
Ensuite, est-ce que je fais prépa? Est-ce que je fais business school? J'ai pas voulu faire de prépa, donc je pars en business school. Ensuite, je fais quoi? On doit choisir le master. Je sais pas. Je suis plutôt bon avec les chiffres, donc je pars en chiffres. Ouais. Donc vraiment, c'est que des décisions à court terme. Okay. Et au final, le PwC, c'était vraiment une chose que je voulais pour le coup, parce que l'audit, la compta, la gestion, j'étais bon là-dedans. Ouais. Ça m'intéressait. Et je me suis toujours dit cette phrase, si un jour je dois gérer une boîte, savoir comment la boîte elle marche d'un point de vue gestion, les chiffres, etc., c'est ce qui t'équipe quand même vachement bien pour gérer la boîte ensuite. Carrément. Okay. Ouais. Je pense qu'un très bon marketeur peut aussi avoir une bonne vue, mais la vue d'un financier, d'un gestionnaire, elle est quand même assez pertinente. Ok. Et donc, je voulais faire un Big Four, donc un grand cabinet d'audit. On avait un partenariat avec PwC Luxembourg à l'époque, avec l'école. Ouais. Donc, c'est le premier CV que j'envoie. J'ai été pris et j'ai eu la flemme de faire les mêmes entretiens pour les cabinets à Paris. Et en plus d'avoir la flemme, il y a des aspects de Luxembourg qui m'ont attiré à l'époque, à savoir les dimensions internationales. Ouais, bien sûr. La langue officielle là-bas, enfin, la langue dans la boîte, c'est l'anglais. Et c'est un cadre super international, donc génial. En plus de ça, il n'y a pas de grille de salaire dans PwC Luxembourg, alors que c'est le cas dans les grands cabinets à Paris. Okay. En fonction de ton école, tu n'as pas la même rémunération que ton collègue. Ouais. Et ça crée un environnement un peu de compète, shark, etc. À Luxembourg, c'est pas du tout le cas, donc c'est beaucoup plus simple. Et troisième point, c'est quand même un peu mieux payé là-bas. Et donc, c'était la petite cerise sur le gâteau. Ok. Donc, je suis parti à Luxembourg avec... c'était pas l'envie de découvrir l'étranger, parce que bon, c'est le pays limitrophe et c'est pas non plus l'Australie ou l'Argentine. C'est pas exotique, quoi. Pas du tout. Il fait gris. Et j'ai vu ta petite Mimi quand t'as dit putain, 3 ans et demi au Luxembourg, c'est long. Ouais. J'ai eu ces réactions beaucoup de fois. Mais au final, moi, peut-être qu'on en parlera, mais 3 ans et demi au luxe, j'ai kiffé. T'as kiffé? Ouais. Alors, c'est marrant, tu dis à Luxembourg et pas au Luxembourg. Ouais. Parce que tu parles de la ville ou parce que. C'est ça. Ok, d'accord. Parce que c'est tellement petit que le nom du pays et de la capitale, c'est la même chose. Oui, c'est ça, ouais. Le pays Luxembourg et la ville Luxembourg. Il y a vraiment il y avait des petits villages quand même, j'imagine. Il y a des petits villages, ouais. Mais la population du pays Luxembourg, c'est 600 000. Ok. Personnes. Et la ville? Et la ville, je ne saurais pas dire, mais je pense que ça, c'est plus de la moitié. Ouais, ok. Il y a beaucoup de frontaliers qui viennent chaque jour, parce qu'il y a 3 pays frontaliers, il y a la France, la Belgique, l'Allemagne. Ouais. Et il y a beaucoup de co-meetings chaque jour. Ouais, mais évidemment. Vraiment. Ok. Et donc tu as filé chez Price au Luxembourg, ouais. À Luxembourg. Effectivement, 3 ans et demi, c'est long. D'autant plus que moi, j'ai vraiment cette image très, très biaisée. Hein. Vraiment, moi, ça date de l'enfance. C'est comme ça que j'ai vu l'entreprise, mais c'est l'entreprise en général. Mais c'est vraiment, ouais, donc tu es un peu dans une tour à la Défense où on est en costard. En plus, on parle de conseil, donc il y a un de plus austère. Voilà, moi, j'ai une image très grise. C'était comment? On arrive dans l'amphithéâtre le premier jour et on a droit au discours de bienvenue du CEO, du DRH, etc. Et là, ils te prennent dans le sens du poil. Ouais. Ils disent que vous êtes les meilleurs. Ouais. Non, mais exactement, genre un prep talk, etc. On est gonflé à bloc. Ouais. Et qu'on est dans, selon eux, le meilleur des 4 cabinets d'audit, etc. Tu saurais me rappeler le Big Four? Bon, moi, il y a KPMG, Price, j'ai oublié les autres. EY, ouais. Et Deloitte. Moi, je dis Deloitte. Deloitte, ouais. Bah, à Luxembourg, on dit Deloitte. On dit Deloitte. On parle anglais, quoi. Bien sûr. Ok, ouais. Pardon, c'était juste une question pour et donc, moi, j'étais trop content. Vraiment, depuis 2 ans de master, c'était ce que je voulais. Ouais. J'étais enfin dans mon PwC. Ouais. À Luxembourg, dimension grave internationale. Et en vrai, je comprends les clichés, les préjugés qu'ont les gens sur Luxembourg. Mm-hmm. Et je vais pas les contredire. C'est pas the place to be, c'est pas Londres, c'est pas Barcelone, c'est pas Madrid. Il fait gris, il fait froid. Il y a 2 boîtes de nuit. Tu vois les mêmes personnes tout le temps. Mais on voit les mêmes personnes. Ouais. Il n'y a pas un moment où tu te balades en centre-ville le week-end où tu croises pas un collègue, une connaissance ou quoi. Ouais. Donc les dates un peu cachées là-bas, impossible. Reste chez toi si tu veux dater. Mais ouais, c'est petit. Avec mes potes, on se retrouvait dans les 3 mêmes bars qu'on aimait. Mais en vrai, moi, je suis très simple. Et l'important, et ça, je pense que mes potes, ils vont rigoler, mais j'ai cette phrase que l'important, c'est pas forcément l'endroit dans lequel on se retrouve, mais juste d'être avec mes potes. Mm-hmm. Et donc, je m'en foutais un peu de me retrouver dans les 3 mêmes bars ou dans les 5 mêmes restos, tu vois. Mais donc, à part ça, moi, j'ai adoré ces 3 ans et demi, notamment et beaucoup grâce à la boîte, parce que dans les bureaux luxembourgeois de Price, on était 3000 à l'époque. 81 pays représentés.
Pas mal, d'accord. Moyenne d'âge 30 ans. Et on débarque tous dans un pays où on connaît personne. Donc, tu as un côté promo, j'imagine, un petit peu. Il y a un côté promo. Donc, dans ma promo, on a commencé en septembre 2017. On était 120 recrues en audit seulement. Je ne parle pas de la taxe ou du consulting. Et donc, on a tous 23 ans, 24 ans. On sort d'école. On débarque tous dans un pays où on connaît personne. Et donc, tes collègues deviennent tes potes. Bien sûr. Et ça crée une ambiance de dingue dans les locaux. En plus, on commence avec un séminaire d'intégration à Disneyland Paris pendant 5 jours. Il y a les after-work, il y a les week-ends organisés. Ça pour revenir, en fait. Exactement. Et c'est ça qui est bien avec Luxembourg, c'est que c'était, je crois, à 2h15 de Paris en C'est ce que j'allais te demander, d'accord. Donc, je rentrais une fois par mois. Ça, c'est cool. Donc, vachement bien. Un très bon équilibre. J'avais plein de potes qui étaient latinos ou espagnols. Donc, tu parles anglais avec tes clients et au bureau. Tu parles espagnol avec tes potes. Tu rencontres des gens. Donc, j'ai un réseau dans tout le monde maintenant. Moi, j'ai vraiment kiffé. Ok. Et donc, riche de cette expérience de 3 ans et demi là-bas, effectivement, tu me disais que tu avais repris donc l'entreprise de ta mère. Donc, faire savoir. Faire savoir. Qui a écrit là, j'avais un doute. Comment ça s'est passé, ça? Alors, et je vais répondre à une question que tu m'as posée il y a 5 minutes, c'est est-ce qu'au moment où j'ai commencé chez PwC, je m'étais dit j'y reste pour une certaine durée? Absolument. Alors, oui, et j'ai fait un peu ce que beaucoup de personnes disent, je fais mes 3 ans et je me bats. Pourquoi 3 ans? Parce que généralement, tu es junior pendant 2 ans et ensuite tu passes senior au bout de 2 ans. Et donc, c'est bien de faire au moins une année de senior pour valider cette année, etc. Donc, 2 ans junior plus une année senior, 3 ans. C'était le plan. Sauf que le plan, la fin de la 3e année, c'est en plein Covid. Et donc, je commence à démarcher des boîtes, à répondre à des candidatures, sauf que tout était en stand-by. Et je me suis dit, merde, j'ai pas envie de rembrayer vraiment pour une grosse 4e année, parce que c'était quand même assez costaud le rythme, et je voulais changer. Donc, je regardais beaucoup, je commençais à mettre un pied dehors, mais il n'y avait rien de concret. Et à ce moment-là, ma mère et mon père voulaient changer de vie, quitter Paris, partir à Etretat, ouvrir un commerce là-bas. Et donc, ma mère voulait vendre sa boîte. Et il y a eu un super alignement des planètes où on s'est dit, au lieu qu'elle vende sa boîte à un parfait inconnu, autant qu'elle vende sa boîte à son fils. Et donc, j'ai posé ma DM. On a commencé à bosser un peu ensemble pour voir si ça me plaisait, etc. Ça m'a plu. Donc, on a géré la transition à bosser ensemble pendant 6 ou 8 mois, que je vois comment ça fonctionne, que je rencontre l'ensemble de nos formateurs, l'ensemble des clients, qu'on fasse vraiment la transition en douceur afin de ne pas perturber toutes les parties prenantes. Et ensuite, elle s'est retirée et moi, j'ai racheté la boîte officiellement et ça s'est super bien passé. Et en plus d'avoir donc cette transition professionnelle, c'était l'occasion pour moi de rentrer en France. Et ça, c'était aussi une envie que j'avais de revenir à Paris. Parce que oui, Luxembourg, ok, j'étais peu regardant sur le peu d'activité ou de diversité qu'il y avait, mais à un moment, j'en avais marre. Oui, c'est ça, bien sûr. Ça, c'est génial pour une famille, c'est super safe, c'est Bisounoursland, mais ça manque un peu de piment. Quand tu es jeune, à un moment, j'avais fait le tour et je voulais autre chose. Ok, très clair. Et avant de partir sur se faire savoir à 100%, donc tu as quitté le monde de l'audit financier pur et dur. C'est un métier qui te plaisait, ça te dérangeait pas de le quitter? Ça me plaisait, dans le sens où tu es grave stimulé. La première année, c'est pas l'année la plus stimulante, où tu sors de 5 ans d'études, tu as ton master, tu te crois chaud, etc. Et les premiers mois de la première année, tu te retrouves à résumer des procès-verbaux, des contrats, à faire du check, etc. C'est pas ce qu'il y a de plus stimulant. Néanmoins, ce qui est génial avec ce genre de grosses boîtes, en audit notamment, c'est que tu progresses très vite. Tu montes en responsabilité, de management. Donc, assez rapidement, tu encadres des stagiaires, des alternants, des juniors, et puis de plus en plus, tu as davantage de visibilité auprès des clients. Donc, tu prends le lead très vite et ça, c'est génial. La courbe de croissance, d'apprentissage, elle est dingue. Et les thématiques, c'est technique, c'est de la finance, c'est du compta, c'est du légal. Donc, tu es challengé. Donc, j'aurais pu me voir progresser, mais être seulement cantonné quand même à du Excel, à du finance, avoir ses fesses assis sur une chaise pendant 12 heures ou plus, moi qui aime bien le relationnel, qui aime bien bouger, qui aime bien me développer sur plein d'aspects différents, je me suis dit, j'ai pas envie de me limiter à ça. Bien sûr. Mais sinon, très bonne boîte,
très bonne boîte et je recommande à tout le monde de faire un passage là-dedans. Voilà. Ok, intéressant. Même si il faut être prêt à en chier par moment. J'imagine que c'est partie du deal aussi, quoi. C'est ça. Pas tout rose. Donc, tu as quand même pris ce risque de reprendre l'entreprise, de se faire savoir, encore une fois. Donc, c'était pas banal quand même, parce que tu passes de financier à gérer des équipes, à gérer une entreprise, à gérer tout l'aspect. Enfin, j'imagine qu'il y a des gens qui font ça aussi, mais quand même l'aspect marketing, démarchage, opérationnel aussi. Tu vas parler de cette phase de transition. Qui a duré combien de temps? J'ai commencé à travailler avec donc, je suis rentré en France après avoir démissionné le fin décembre 2020. Le mois de janvier, j'étais tranquille à profiter. Et j'ai commencé à bosser avec ma mère en février 2021. Et on a bossé ensemble pendant 6 mois parce qu'elle, en septembre, elle s'est vraiment mise en retrait officieusement. Donc, officiellement, sur le papier, c'était encore elle, la gérante. Mais elle faisait plus rien et c'était moi qui étais à tout coordonner. Donc, on a fait ça pendant 6 mois ensemble, Et je lui ai racheté la boîte début 2022, donc quelques mois après qu'elle se soit retirée officieusement. Et est-ce qu'elle a encore un droit de regard? Est-ce qu'elle intervient ou pas du tout? Aujourd'hui, tu as les rênes à son Ah non, c'est fini. Et elle est très contente d'avoir être sortie de ça. Elle aimait beaucoup son boulot et ce qu'elle a fait, c'est super. Elle a créé en 2009 et elle a eu beaucoup de plaisir à le gérer pendant 12 ans. Mais à un moment, et je pense que c'est juste la vie qui veut ça, on veut passer à autre chose. Et donc, elle en garde un super souvenir. Elle est très contente quand je lui parle de ce client ou du développement ou des challenges que je peux avoir. Mais elle est très contente de ne plus avoir affaire à ça. Et elle vit sa meilleure vie maintenant. Être en retraite, c'est génial. Avec la mer à 100 mètres. Et voilà. Mais la transition s'est très bien passée. J'avais pas d'appréhension dans le sens où c'est pas une grosse boîte, c'est pas compliqué et c'est pas un projet entrepreneurial from scratch. C'est une reprise. Exactement. Une reprise et j'estime que c'est beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple parce que, de un, il y a déjà les process qui sont en place. Il y a les bonnes pratiques. Il y a les bonnes pratiques, voilà. Évidemment, j'ai optimisé des trucs avec mon œil à l'époque de 27 ans, quoi, donc un peu plus jeune. J'ai racheté un portefeuille client existant. Donc, c'est plus simple que partir avec 0 client et prendre son téléphone et appeler. J'avais déjà un gros réseau de formateurs. Donc, les bases et des super bases, elles étaient là. Ce qui fait que c'était beaucoup plus simple et donc, j'avais pas une énorme boule au ventre ou c'était pas un saut dans le vide non plus. Oui, bien sûr. Et c'était quoi pour toi la partie la plus difficile de reprendre cette activité-là, s'il y en a eu une? Spontanément, je pense à rien. Rien? Non. Spontanément, je pense à rien. Tu vois, moi, je pourrais me dire, instinctivement, ça peut être le management, de gérer des gens, ça peut être de gagner une certaine crédibilité parce que tu remplaces quelqu'un quand même qu'ils ont connu depuis le début. C'est vrai. Tout ce genre de choses. Moi, je te dirais faire du networking et choper des clients parce que c'est un truc que je sais pas faire et que j'aime pas, a priori. Rien de tout ça. Une chose où t'as un bon point, c'est j'avais envie de montrer que j'étais pas le petit-fils à maman à qui on donnait la boîte familiale. Donc, je voulais vraiment me montrer légitime et qui est solide pour reprendre cette boîte sans que ce soit un peu dans Succession, la série où qui met ses enfants alors qu'ils sont pas du tout à la hauteur de reprendre le flambeau. Évidemment, se faire savoir, elle n'a pas du tout la même taille que cette boîte dans Succession. Mais cet élément-là, j'avais bien à l'esprit. Un autre élément que j'avais à l'esprit, c'était la crainte de perdre tout ce que j'avais appris pendant mon master et pendant l'expérience PwC. Parce que ce que je fais aujourd'hui, c'est organiser des formations en soft skills, donc en management, en communication, en relations clients, en efficacité professionnelle. Évidemment, je gère la comptabilité. Donc, lorsque je parle de comptabilité avec mes comptables ou lorsque je parle un peu avec mes avocats, là, je m'éclate et on a vraiment des discussions qui sont très stimulantes et je parle le même langage qu'eux. Donc, ça, c'est cool. Et je me dis ce que j'ai appris chez Price me sert. Mais autrement, j'ai pas du tout des gros fichiers Excel à investiguer, des états financiers qui se comptent en centaines de millions ou quoi. Donc là, c'était une crainte, une frustration que j'avais de tirer un trait sur toute cette expertise que j'avais pu développer. Mais au moins, la rigueur, la méthode de travail, l'orga, la capacité d'heures en termes de volume, la gestion du stress,
tout ça que j'ai appris en audit, ça me sert à mort aujourd'hui. Ouais, donc les soft skills finalement. Exactement. Ok. Les soft skills et même en organisation, en capacité à rester focus pendant des heures, en résignation. Ouais. Parce qu'en audit, je ne vais pas mentir, pendant plusieurs mois, la saison fiscale, de janvier à mai, juin, il y a beaucoup de boulot, c'est ce que je disais. Et ouais, je bossais beaucoup les week-ends. C'est quand même long comme période, janvier-juin. C'est long. Ah ouais. Et en plus, tu as des boîtes qui ont des clôtures décalées. Donc, au lieu de clôturer leur compte le 31 décembre, elles clôturent par exemple le 30 juin. Ouais. Et donc, tu n'as pas l'été cool, farniente. Non, tu revois ça en direct. Okay. Donc, j'ai appris à beaucoup travailler, à faire face à beaucoup de stress. Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on me demande, alors, c'est pas trop stressant d'être entrepreneur, de gérer ta boîte, bah, vu que mes standards de stress, ils étaient super hauts, aujourd'hui, ça passe plutôt bien. Ouais. Et travailler les week-ends, j'ai été habitué à ça pendant des années en audit. Aujourd'hui, c'est travailler pour ma boîte. Ça change tout. Carrément. Parce qu'au lieu d'enrichir mon associé ou les partenaires de PwC, bah, c'est moi que j'enrichis, c'est ma boîte que je développe. Ton projet. C'est mon projet. Et ça, ça change plus et ça fait que la pilule passe encore mieux. Bien sûr. Après, évidemment, j'aimerais ne pas avoir à faire ça, mais on en parlera peut-être plus tard. Quand tu veux développer des trucs, bah, tu fais pas le 9h30, 18h. Ouais, quoi. Ouais, carrément. Deux choses. Oui, finalement, tu ne voulais pas faire de prépa, mais j'ai l'impression que PwC, ça a été une prépa sur le tas, quoi. Ouais. Ah ouais, t'as regretté? Ouais. Au bout d'un an à PSB, qui s'appelait à l'époque l'ESG, au bout d'un an, je me suis dit, j'étais très, très content parce que c'est les premières années d'école de commerce, c'est le kiff. Grosse vie associative, tu t'éclates, les week-ends d'intégration, les after-work, trop cool, mais je me suis dit... ça manque de travail. Je pourrais travailler plus. Ouais. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment développé une grosse ambition, une mentalité où je voulais vraiment faire des trucs, me bouger le cul. Ouais. Chose que j'avais pas forcément autant à 16 ans, 17 ans, sur le point de vue boulot en tout cas. Et donc, je me suis dit, peut-être que je le regretterai plus tard parce que, avec du recul, aujourd'hui, on a 30 ans, 29 ans, on s'en rend compte que avoir, je sais pas, HEC écrit sur ton CV, ouais. Sur le long terme et sur le court terme, il y a une différence en termes de réseau, d'opportunités, etc. Ouais. Et que, ok, j'estime que je m'en suis plutôt bien sorti et dans tous les cas, je suis très heureux et très épanoui et ça, c'est le plus important, comme dirait la mère. Mais j'aurais toujours ce petit regret de ne pas avoir fait de prépa afin d'avoir un truc encore mieux. J'ai un constat un peu similaire sur l'école de commerce. Moi, je regrette pas d'avoir fait une école de commerce, mais j'ai un regard très, très critique dessus parce que c'est tu vois, tu disais tout à l'heure qu'il y a une grille de salaire qui dépend dans beaucoup de boîtes de ton école. Ouais. Bon, bah, déjà, moi, je trouve ça aberrant. Et deuxièmement, dans l'école de commerce, les deux écoles de commerce que j'ai faites, donc aussi bien PSB que Schema, et des témoignages de mes amis, que ce soit l'une, l'autre, le top 3 ou le flop 20, le niveau de travail est plus ou moins le même, c'est juste une question de barrière à l'entrée et de faire une prépa et de payer, en fait. Et je trouve ça d'une hypocrisie monstre. Bref, donc j'ai un peu ce regard-là aussi et je suis d'accord, j'ai un peu l'impression, j'avais l'impression après mon master d'avoir rien appris, en fait. Et d'avoir appris du savoir-être, mais pas de savoir-faire. Exactement. Enfin, bon, voilà, c'était mon petit laïus sur l'école de commerce. Je voulais le caser. Tu l'as mentionné brièvement tout à l'heure, effectivement, quand tu as repris la boîte, tu avais un peu cette envie quand même de changer des choses et tu as hésité à changer le branding de l'entreprise. Est-ce qu'il y a des choses que tu as fondamentalement changé ou c'était une évidence, tu te dis non, il faut changer ça, ça marche pas, ou alors il faut le refaire? Optimiser des process un peu. Okay. Parce qu'en plus, le monde de la formation au global en France, il se complexifie d'un point de vue administratif avec des certifications à avoir et donc il y a de plus en plus de paperasse à faire et ça bouffe un temps de dingue. Donc, il y a des choses que j'avais améliorées, il y a des choses que je dois encore améliorer, automatiser les process, etc. Donc, c'est une chose que je dis que je dois faire depuis longtemps. Je commence à le faire, mais c'est pas des choses qui m'excitent beaucoup. Genre, je connais mes forces, je connais mes faiblesses et innover dans les nouvelles technologies, les outils, etc. C'est pas du tout là vers quoi je penche naturellement. Donc, moi, je suis plus dans la relation client, dans le développement, etc., que plus utiliser les process, les CRM pour fluidifier et gagner 20% de temps sur la convention de formation. Ça me saoule un peu. Ouais. Donc, il y a des choses que j'ai améliorées quand même au début. Ensuite, j'ai essayé d'être plus agressif, enfin, pas plus agressif, mais plus réactif dans le business development, dans la relation client. Être encore plus
dans une posture à la fois sérieuse, mais conviviale, dans le sens où ma mère, elle est à fond dans l'humain, mais elle avait 58 ans. Ouais. Et moi, jeune, avec ma fougue et mon énergie et mon sourire, je me suis dit, il faut jouer là-dessus. Ouais. Donc, j'ai vraiment mis l'accent encore davantage sur la relation client, sur créer vraiment des liens de confiance avec mes clients pour, d'une part, bien récupérer et sécuriser le portefeuille client que je récupérais, et ensuite partir à la recherche de nouveaux clients pour développer. Okay. Ensuite, faire la même chose avec notre réseau de formateurs, parce qu'aucun de nos formateurs n'est salarié, ils sont tous à leur compte, et c'est en fonction des besoins de formation que je viens piocher dans mon réseau tel ou tel profil. Et c'est un business model qui est 1000 fois plus léger, dans le sens où j'ai aucun salaire à payer chaque mois. Je paye mes formateurs à la prestation qu'ils font. Et ça fait que la boîte, elle a très peu de charges fixes. Ouais. Et pendant des situations comme le Covid, où il y avait du chômage technique, etc., la structure de se faire savoir a fait qu'il n'y avait aucun stress. On n'avait presque pas d'activité, mais on a pu passer ce tsunami de Covid sans difficulté, vu que baisse d'activité induisait forcément baisse des charges, baisse des pas de rémunération à payer. Voilà, c'est ça. Aucune rémunération à payer. Donc ça veut dire qu'ils sont tous freelance essentiellement. Ils sont tous, ils sont tous à leur compte. Est-ce que c'est un statut freelance ou une SASU, peu importe. Voilà, exactement. Ok. Mais ça, ce qui veut dire que pendant le Covid, potentiellement, si toutes les boîtes pour lesquelles ils travaillaient, dont se faire savoir, n'avaient pas d'activité, eux, il n'y avait pas de revenus non plus. Ils n'ont pas eu de revenus non plus, mais se faire savoir n'avait pas de revenus non plus à cette époque. Ouais. Sauf, évidemment, on a beaucoup pris le pli du distanciel. Ah, cool, ok. Et donc, on a fait... historiquement, on faisait beaucoup de formations en présentiel, mais avec le Covid, comme dans toutes les boîtes, on a découvert Teams, Zoom, et donc on a beaucoup basculé en formation distancielle. Il y en a plein qui s'y prêtaient très bien. D'autres thématiques de formation qu'on fait beaucoup, notamment tout ce qui est sur la posture relationnelle, la prise de parole en public. On l'a fait, mais c'est quand même moins impactant et moins efficace que du présentiel. Mais on savait que c'était juste le temps du Covid. Et une fois qu'on a pu ressortir de chez nous, on est repassé principalement sur du présentiel. Sur ces dernières années, du coup, quand tu as repris l'entreprise, est-ce que tu as déjà eu envie de te foutre en l'air et de dire en fait stop, j'en ai marre, j'ai envie de faire autre chose? Au moment où je reprenais la boîte, donc c'était 4 mois après avoir quitté l'audit, je commence à mettre le pied vraiment dans la reprise de la boîte, et une personne que je connais qui bossait dans une boîte de consulting me propose un super poste. Donc un moment où je me suis posé une question sur ce que je faisais, est-ce que je continuais ou est-ce que je changeais de trajectoire, c'était 4 mois après avoir démissionné de Price. Je commençais donc à reprendre la boîte de ma mère. Et à ce moment-là, je reçois un appel d'un ami à moi qui avait la cinquantaine, qui était dans une très belle boîte de consulting, ITDG, et il me dit que sa DAF, sa directrice financière, se barre, et si le poste m'intéresse. Ok, c'est pas rien. Et c'était un mec que je considère un peu comme mon mentor depuis que j'ai 10 ans, un mec que j'admire. On embrasse Emmanuel. #Manu. Et donc, avoir l'occasion de bosser pour lui, qui était implicitement mon mentor depuis que j'étais gamin, travailler pour lui dans cette boîte de consulting, un truc de dingue, ça m'a fait énormément envie. Et pendant 24 heures, le délai que je lui avais demandé de me laisser pour réfléchir, ça a été 24 heures avec une grosse réflexion. Et j'ai finalement décliné cette proposition parce que, évidemment, le côté être DAF dans une boîte de conseil avec l'avoir comme N+1 mentor, avec des perspectives de carrière de dingue, ça faisait rêver. Bien sûr. Mais ça voulait dire je remets les pieds dans le monde que j'avais quitté quelques mois plus tôt avec l'audit, mais en x2, en termes de stress, de pression, d'horaire. Et je commençais à goûter à ce nouveau style de vie avec la reprise de la boîte, où j'étais rentré en France, et c'est un point d'ailleurs dont on va peut-être parler, ce qui m'avait poussé à reprendre la boîte aussi, avec cet équilibre de vie, travailler d'où je voulais, m'organiser comment je voulais en termes de temps. Genre, si je veux pas bosser le vendredi après-midi, je prends mon vendredi après-midi sans avoir à demander à moins de +1 et je compense le week-end. Ça, c'était vraiment une envie de liberté que j'avais et que je commençais à trouver. Et la perspective d'être entrepreneur, donc ne plus être seulement cantonné à de l'audit, de la finance, mais comme tu l'as dit, avoir du marketing, de l'administratif, du business development, du commercial,
ça a fait que je suis resté sur cette trajectoire. D'accord. Donc, une grosse question à ce moment-là. Et sinon, dans les années qu'on suivit, donc les 3 années qui viennent de passer, est-ce qu'à un moment, j'en ai eu marre ou quoi? À ce stade-là, non. Okay. Je sais que vendre de la formation, c'est pas ma passion et c'est pas mon boulot rêvé, en toute honnêteté. Ce qui était ma question d'après. Mais c'est un boulot qui est très intéressant dans le sens où, de un, ça me permet de me faire les griffes à l'entrepreneuriat en ayant racheté cette boîte. Vu qu'à l'époque, et toujours aujourd'hui, j'ai pas eu une idée de dingue sur un nouveau concept innovant à créer from scratch. Ouais. Et en plus de ça, ce que je fais, ça m'intéresse à mort. Parce que j'organise plein de formations sur plein de sujets qui sont très enrichissants. Je développe plein de connaissances sur le management, sur le coaching, sur la prise de parole en public, sur la communication, sur la gestion des conflits, etc. Ouais. Donc, j'ai le sentiment de me développer en posture, de me développer en connaissances. Moi-même, maintenant, depuis 1 an, je suis formateur. Donc, j'ai clairement une corde en plus à mon arc. Et pour moi, qui suis ancien bègue, de pouvoir maintenant animer des formations et ça se passe super bien, je m'éclate, tu vois. Ouais. Donc, vraiment, je dirais pas que j'ai trouvé mon ikigai, mais je suis super épanoui. Okay. Et 1000 fois plus épanoui qu'il y a 4-5 ans quand j'étais chez Price. J'imagine qu'il y a un côté, on en a parlé brièvement tout à l'heure avant de commencer l'enregistrement, mais effectivement, tu travailles pour toi. Ouais. Par opposition à travailler pour une entreprise. En fait, peu importe les heures que tu mets dedans, ton salaire à la fin du mois est le même, ton variable aussi un petit peu, mais c'est vraiment secondaire. Là où tu sais que là, maintenant, c'est ton projet quoi qu'il arrive. Exactement. Et même si, tu l'as dit, et je vais rebondir dessus, c'est pas ton métier passion, ça reste très grisant parce que c'est toi, en fait. Exactement. Et du coup, ce serait quoi ton métier passion? C'est une bonne question. Je me pose cette question de temps en temps. Et je suis appelé par autre chose, donc je ne prends pas, il faudra un jour que je prenne une après-midi, seul, au milieu d'un champ, grosse session introspection, et je réfléchis vraiment à ça. Mais moi, à 16 ans, j'avais 2 métiers qui me faisaient rêver. C'était le goût de l'aventure, du sport, du challenge physique. Donc, j'adorais les trucs comme Commando Marine, GIGN. J'avais fait notamment un stage d'1 semaine en immersion au sein de l'armée. Okay. Histoire de voir, c'est un truc que l'armée permet, où tu vis dans une caserne. Moi, c'était à Versailles-Satory, et pendant 1 semaine, t'es militaire. Et donc, il donne cette opportunité pour faire découvrir le métier et ensuite recruter. Mais je m'étais dit, c'est un boulot de con. Qu'à 35 ans, t'es usé physiquement. Mais on respecte l'armée, on adore l'armée. On adore l'armée. Non, je rigole. Ouais. Mais c'est un boulot qu'il faut faire à un haut niveau. Donc, en sortant de Saint-Cyr, officier. Mais t'as 0 vie sociale, 0 vie de famille. À 40 ans, t'es usé. Et je voulais pas ça. Donc, je m'étais dit, je me trouve un boulot plus stable, un peu plus classique. Et je fais mes délires de parachutisme, de trekking, d'alpinisme pendant mes congés. Et aujourd'hui, je suis content parce que c'est ce que j'ai réussi à faire. J'ai un boulot qui est plus classique, avec la gestion de cette boîte dans un environnement très urbain, citadin, etc. Mais je m'éclate pendant les week-ends, je m'éclate pendant les vacances avec plein de challenges sportifs, d'aventures, etc. Parce qu'effectivement, tu es un ultra-trailer et plus encore. Avec toi, notamment. Avec moi, notamment. On a des trucs qui nous attendent, là. Effectivement, on a l'Ironman qui arrive dans 5 mois, là, un peu moins, 4 mois et demi. Oh, la vache, avec TikTok. C'est quelque chose. Mais oui, donc tu arrives en fait avec tes hobbies et sur ton temps libre à cocher cette case qui ne permet pas ton travail, mais c'est un équilibre que tu as. Ouais, vraiment. Et j'ai vu, du coup, et puis à ton Instagram, en tout cas en 2018, tu faisais déjà de l'ultra-trail. Donc, tu as commencé bien avant cette vague à la mode qui date du post-Covid. Tu as parlé de l'armée. Enfin, en fait, tu as toujours été très physique dans des sports très intenses. Ça vient d'où, ça? Ça vient de mon père et de mon grand-père. Ah ouais? Genre, mon grand-père, il était pompier. Et lorsque je suis né, mon grand-père avait... attends, que je dise pas de bêtises. Mon grand-père avait 50 ans quand je suis né. Ok, ah ouais. D'accord. Il était très sportif et donc j'ai vraiment été initié au sport et au challenge, au goût du physique très très tôt. La dernière fois qu'on était ensemble avec mes grands-parents et on a regardé les enregistrements qu'ils avaient fait de moi il y a 30 ans presque, et on me voit à crapahuter avec ultra trail sur le Mont Blanc. Non mais presque. Non mais en vrai, à 2 ans et demi, je suis à crapahuter sur des rochers, dans des grottes avec mon papy et j'avais 2 ans et demi. Donc c'est vraiment un truc qui remonte à très très longtemps. À 10 ans, je courais déjà avec mon père sur les bords de la Marne à Joinville-le-Pont.
Et donc, j'ai vraiment eu très vite ce goût du sport, du dépassement. Un peu trop à l'époque où j'avais trop l'envie de gagner, etc. Ensuite, ça s'est adouci. Ouais. Mais je me suis mis au running très jeune. J'ai fait mon premier marathon à 20 ans. Ok. Le marathon de Paris, là, j'ai lu tes dossards et tes médailles. Mais le premier, c'était en 2014. 2014. Ouais, le 6 avril 2014, je m'en rappelle. Quel temps? J'étais allé Walou, donc en 4h10. Non, mais tais-toi. Tu me fascines. Ouais, ok. Tais-toi. On est chez moi. Non, mais et ensuite, ça m'a plu. Et donc, je me suis mis au marathon jeune. Mais j'ai jamais pris ça au sérieux, vraiment au sérieux. Ouais. Genre, à chaque fois, j'y allais sans trop de préparation, sans faire de régime, d'entraînement. J'ai fait les 100 km de Millau. Ouais, ça, c'était en 2018 ou 2019. Et là aussi, c'était assez cool, mais j'y étais allé. À la ZEB. Je vais pas mentir, j'avais fait des sorties longues un peu avant, tu vois, des sorties genre de 30 km le dimanche. Mais c'était pas du tout. 3 fois plus là, quand même. Un truc régulier et encadré. Ouais. Je me rappelle, en 2019, j'avais fait le marathon de Copenhague. Les 3 mois avant la course, en cumulé, j'avais couru 5h30. C'est une aberration. Mais le jour de la course, on était en hangover parce que le samedi, un temps de dingue, on avait passé la journée sur des rooftops, des pontons, se baigner dans le fleuve qui traverse Copenhague. J'ai plus le nom du fleuve. On était rond. Au 15e kilomètre, le jour de la course, au 15e, j'étais mort. Je dis, j'en peux plus. On a serré les fesses, tu vois, mais je crois qu'on l'a fait en 3,49. Donc un truc quand même cool. Bah oui, mais carrément, ouais, même plus que ça. Mais ça illustre bien, mon mood sur les marathons pendant des années où j'y allais, je les faisais sans me faire mal, parce que j'avais des facilités. Jusqu'à 2 ans où là, je me suis dit, vas-y, on va faire moins de 3 heures. Et là, je me suis un peu préparé, mais sans suivre non plus, là encore, un programme, une diète, etc. On a ce projet là dans un mois de faire Zurich, ouais. Le marathon de Zurich ensemble. On s'est dit 2,49. Tu vas faire 2,49. Moi là, j'ai chaud parce que je fais pas du tout ce qu'il faut. On va commencer la préf. Et je me rends compte que je suis arrivé à la limite de mes facilités. Ce que ton corps te permet naturellement. Et qu'il faut que je me sorte les doigts des fesses si je veux choper le 2,49. Bah écoute, tu peux t'y mettre cet après-midi. Après le podcast, je peux aller courir à 20 bornes. Non, mais en fait, c'est fou parce que tout ce que tu viens de dire, à la fois, c'est impressionnant parce que tu as commencé le travail tôt. Ton premier marathon à 20 ans, 4h10, peu importe, tu as quand même fait 4h10. C'est pas non plus un truc déconnant. C'est tout ce qu'il faut pas faire. Faut s'entraîner régulièrement, faut avoir une diète, etc., etc. Tu fais tout à fait l'opposé. Donc déjà, c'est assez impressionnant. Est-ce que, et je sais aussi, tu m'en as parlé, il t'arrive que parfois, à cause du stress du travail, tu vas t'enfiler un peu de Nutella en entier parce que bam, bam. Est-ce que t'as pas une sorte de boulimie d'excès où pendant un pic, tu vas en faire beaucoup, beaucoup trop? Grave. Et en fait, le jour d'après, le jour d'avant, c'est calme absolu. Exactement. J'ai pas le sentiment d'être un mec excessif. Okay. Je suis pas dans l'excès. Je me considère comme vraiment rationnel, mesuré. Mais dans la nourriture, c'est ma faiblesse. Ouais. Dans le sens où je fume pas, je suis pas dans la drogue, je bois de manière très modérée. Ouais. Donc mon péché mignon, c'est vraiment la nourriture. Et l'excès dans le sport, j'ai les phases. Ouais. Où il y a 3 semaines, c'était la dernière fois où j'ai vraiment fait beaucoup de sport. À la fin de la semaine, j'étais cuit parce que en une semaine, je me fais 3 semi-marathons. Un samedi après, je me fais 2h30 de vélo et j'enchaîne avec un semi, tu vois. Et c'est des trucs qui sont simples. Ouais. Et j'ai des potes du running qui me disent qu'on n'a pas tous le même métabolisme, etc. Dans le sens où moi, je peux faire des trucs que eux peuvent faire avec beaucoup d'entraînement. Ouais. Oui. Et en même temps, moi, je suis tombé dans le sport depuis que je suis vraiment petit. C'est ça. Et je cours. J'ai pas découvert le running il y a 3 ans. Je cours depuis que j'ai 10 ans, tu vois. Donc, j'ai fait en sorte que mon corps, il développe une facilité. Mais elle sort pas nulle part non plus. Absolument, ouais. Puis en course à pied, il y a une notion de... Alors, j'ai plus la formulation exacte, mais c'est en gros les kilomètres parcourus dans ta vie, en fait. Ouais. Et même si tu as couru il y a 20 ans et que tu courais beaucoup, mais tu as arrêté, bah, ça reste un bagage que tu as, que tu perdras pas. Donc, tu as des facilités en cardio, musculaire, etc., etc. Donc, j'imagine que ça, dans tous les cas, ça t'a... Je pense que ça aide. Ça t'a musclé, ouais. Et un autre truc, c'est que... Alors, l'impression que tu donnes à l'extérieur, c'est qu'effectivement, tu bosses énormément. Tu as l'Ironman, tu as les marathons, tu fais beaucoup de choses. Mais ce que tu me dis, c'est que tu arrives à faire la part des choses et à pas te cramer, en fait. Tu arrives à compenser l'un et à faire moins de sport, du coup, pour travailler plus. Mais tu vas pas être jusqu'au boutiste et dire, en fait, Nick, j'ai dit que je vais m'entraîner pour l'Ironman, je le fais à la lettre, quitte à en pâtir.
t'arrives à avoir cet équilibre-là. Ouais, oui et non. Parce que là, dans ce que tu dis, je sais pas où est-ce que tu mets la limite. Tu viens de me présenter comme arrivant à bien équilibrer l'ensemble. En ce moment, là, il y a beaucoup de choses sur le feu cette semaine et puis 2-3 semaines. Et clairement, là, c'est l'entraînement marathon Ironman Campati. Ouais. Et là, pour le coup, je pense que je me suis mis trop de trucs dans l'assiette en ce moment et il y a des projets qui pâtissent. En ce moment, le focus, c'est le boulot et 2 autres aspects. Le 4e aspect actuel, là, c'est le sport et il passe clairement à la trappe. Et ça fait que le 2,49 que je vise à Zurich dans un mois, j'ai chaud. Compliqué, et ça crée une petite boule au ventre. C'est dans mes pensées. Je me dis, putain, merde, faut que j'aille courir, mais j'y vais quand? Non, il faut que je bosse à ce soir. Hier soir, je voulais courir, mais la priorité, c'était le boulot. Donc, une fois encore, la session de sport, elle est passée à la trappe. Ouais. Tu parles de boule au ventre, c'est pas rien, ça. C'est-à-dire quand même dire que le sport a une place importante, que tu as envie de faire cet objectif, mais que tu t'es pas donné les moyens. C'est quoi ça, tu penses? C'est une question d'ego? Parce que je suis très objectif. Je suis très challenge, objectif, accomplir des choses. Et une notion importante chez moi aussi, c'est la notion d'être équilibré, d'être bon dans plein d'aspects. Il y a un mec lambda, lui, son goal, son objectif, c'est juste le boulot. Moi, j'essaye vraiment d'être équilibré et d'atteindre des trucs dans le boulot, dans mes amitiés, dans mon couple, dans ma famille, dans le sport, dans ma connaissance de moi-même. Ouais. Mais ça fait que il y a tout qui est un peu rationalisé avec des objectifs dans chaque aspect et ça met une petite pression. Ouais. Et dans la partie sport, là aussi, il y a des objectifs. C'est faire l'Ironman, c'est faire le 2,49 au marathon de Zurich et ça enlève un peu le fun. Ouais. Ça met une pression. Et ce qui fait que en ce moment, quand je vais faire du sport, c'est pas une sortie plaisir. C'est une sortie où je me dis, on est mardi soir et je me dis, ok, ce soir, il faut que je me fasse le SMI en 1,24. Ouais. Et c'est pas du tout une sortie où je mets mes chaussures et je dis, allez, c'est parti, on va se détendre. Non, tu sais que tu vas en chier pendant 1h24. Ouais. Une fois que tu l'auras fait, tu seras super content et super fier. Il faut penser à ça. Mais ouais, c'est un peu de pression. Ok. Et c'est un objectif qui vient s'ajouter aux objectifs de boulot, d'investissement, de cycle. Et donc, à la fin, ta tête, quand je me couche parfois le soir, je mets 3/4 d'heure ou 1 heure à m'endormir parce que je cogite, etc. Ouais. Bien sûr, ok. Mais on n'a rien sans rien. Et je suis très, très heureux. Je suis très en paix. Mais si tu veux faire des trucs, il faut te bouger un peu. Ok. Donc là, peut-être que tu as mis un peu trop dans ton assiette et que tu as du mal en ce moment, un peu, je pense. Ouais. Et on verra ce que ça donne pour le marathon. Ouais, on verra, mais je pense que ça va être bien. Après, c'est tout plat, donc c'est l'occasion de faire un 2,49. J'essaierai de vous suivre. Tu l'as mentionné brièvement tout à l'heure, effectivement, tu es un ancien beg. Enfin, à la vérité, c'est que tu es toujours beg, mais tu arrives à le contrôler. Ouais, grave. Voilà. Ce que tu me disais quand on s'est vraiment connu il y a quelques mois, voire un an peut-être. On s'est rencontrés en juin l'année dernière. Oui, il y a 8 mois. On s'est rencontrés à l'anniversaire d'Erwan. Ouais, en juin. Il y avait ah oui, c'était l'Euro, c'est ça, effectivement. Il y avait un match France, je sais pas quoi. Et just, je trouve ça assez admirable d'arriver à contrôler son bégaiement au quotidien. Est-ce que maintenant c'est devenu une facilité, tu n'y penses même plus, ou ça reste quand même quelque chose, parce que tu parles très bien, vraiment tu t'exprimes très bien, je trouve. Ça se passe comment? Je suis très content d'en parler et je savais même pas si on allait en parler, mais aujourd'hui je suis super en paix avec mon problème de bégaiement. Ouais. Et oui, je bégaye encore, mais il est très peu perceptible par les gens. Et lorsque je rencontre de nouvelles personnes et que je leur dis que je suis bègue, et je sais même pas pourquoi je leur dirais, mais il m'arrive de dire que je suis bègue, les gens ils me croient pas, ils sont surpris. Ouais. Parce que j'ai réussi à bien le contrôler. Alors que c'était un vrai bègue. Je bégaye depuis que j'ai 3 ans et demi. On ne sait pas d'où ça vient, mais c'est à 16 ans, je ne pouvais pas commander une baguette à la boulangerie. Sonner à l'interphone de mon meilleur pote, tomber sur sa mère et dire « Oui, bonjour, c'est Hugo ». Je ne pouvais pas. Je connais un bon quart d'heure, quoi. Mais vraiment, j'avais la phobie du téléphone. Ouais, ça se comprend. Je devais faire un exposé devant ma classe sur le classicisme en cours de français en seconde. Ouais. J'ai été bloqué devant toute la classe. J'ai chialé dans toute la classe. J'imagine que les gens ne sont pas tendres en plus ce soir. Ah non, à cette époque, non. Ouais, quel enfer. Et puis, j'ai fait tous les orthophonistes de Paris, etc. Et à un moment, je me suis dit, c'est en terminale, toutes les techniques, je les ai maintenant. Ouais. J'ai vu tous les orthophonistes. Maintenant, le travail, c'est juste à faire avec moi-même. Ouais. Et donc, à partir de là, j'ai pris chaque opportunité pour sortir de ça. Et donc, au lieu d'envoyer des textos, j'appelais,
Lorsqu'il y avait des débats ou des discussions en groupe, j'y allais. Tu as parlé de l'association J'ai du cœur à l'école de commerce. J'ai pris la présidence justement pour me challenger et être amené à faire des discours à des tables rondes, dans l'amphithéâtre, etc. Il y a des moments qui sont bien passés. Il y a des moments que j'adorerais refaire avec mon esprit d'aujourd'hui, où je suis beaucoup plus à l'aise. Le fait d'être formateur maintenant, je m'éclate et c'est une très belle revanche que j'ai. Mais je sais même plus la question, comment elle était formulée. C'était simplement comment tu vis ton bégaiement au quotidien. J'y pense toujours. J'y pense pas chaque minute, mais j'y pense à chaque heure, à chaque échange que j'ai, j'y pense. Il y a des moments encore dans lesquels je peux être plus amené à bégayer, quand je suis fatigué, stressé, impressionné. Mais j'y pense à chaque instant. Et c'est du contrôle tout le temps. Permanent. Là, je viens de contrôler. Non, mais ça s'entend. Là, je viens de contrôler. Et il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 semaines, je suis tombé sur un interview du fondateur là, de Doctolib, je crois qu'il s'appelle Stanislas Niox Château. Et le mec, c'est un bègue. Un vrai bègue. Ah, encore aujourd'hui? Et aujourd'hui, ça va 1000 fois mieux. Mais ça m'a fait plaisir. J'ai trouvé ça beau de reconnaître un bègue, de reconnaître ses techniques, ses petits blocages qu'il essayait de contrôler, de cacher, etc. Parce que là, actuellement, lorsqu'on fait ce podcast, là, je me contrôle, je me surveille, je sens des petits moments de tension, peut-être que je fais des grimaces. Mais par rapport à il y a 15 ans, c'est aux antipodes. Mais ça s'entend effectivement que tu es dans un contrôle de la parole. Et je trouve ça très bien. Parce que, bon, je vais rajouter mes 2 centimes, mais je bégaye pas, mais j'ai un problème je trouve que j'ai un problème de diction. Parfois, c'est un peu quand tu es sous situation pareille, je tendance à parler trop vite, je mâche mes mots, j'articule pas assez bien. Et pareil, du coup, maintenant, encore plus quand j'enregistre, parce que c'est du one shot et sinon c'est mort, je fais attention à bien poser mes mots et à bien articuler et prendre le temps. Parce que c'est un truc que je veux corriger dans ma vie de tous les jours. Et donc, je comprends le côté contrôle en permanence et se lancer à un truc qui nous contraint un peu à le faire aussi. Mais je trouve ça admirable parce que c'est pas simple. En fait, je pense que quand t'es pas bègue, quand tu parles bien naturellement, tu t'imagines pas la pression que ça peut être d'avoir un problème à ce niveau-là parce que c'est juste plus fort que toi. C'est infernal. Et on sait que l'énorme majorité des gens, ils sont stressés et ils ont pas un amour de la prise de parole en public. Imagine pour un bègue. Le stress, il est multiplié par 100, vraiment. Et je sais de quoi je parle. Et aujourd'hui, j'ai fait de cette faiblesse une force, dans le sens où, vu que j'avais des vrais problèmes, je me suis beaucoup intéressé à la communication, à l'éloquence, avec les dimensions, le verbal, le paraverbal, le non-verbal. Et ça a fait que je suis peut-être un peu plus avancé et intéressé sur ces notions qu'une personne lambda qui n'a jamais eu de problème d'élocution. Et donc, j'ai transformé cette faiblesse en force, où aujourd'hui, je fais plus attention à la manière dont je parle, je respire mieux, je parle peut-être plus lentement, j'articule peut-être plus. Vu que pendant des années, et encore maintenant, j'ai pas eu une grosse appétence à m'exprimer, j'ai plus développé la casquette de l'écoute. Donc, je suis grave dans l'observation, dans l'écoute. Donc, ce problème que j'ai eu, ça m'a permis de développer plein de parades et de forces. Très bien. Je vais passer un peu du coq à l'âne. On en a parlé très très brièvement et j'aimerais qu'on vienne un peu juste dessus. Ton cercle familial. Je demande un peu systématiquement aux invités de m'expliquer un peu dans quoi ils ont grandi, quelles étaient les forces, les présences ou les absences peut-être. Ils faisaient quoi ils faisaient quoi tes parents? Ta mère, du coup, on sait sur la fin. Mes parents que j'adore, j'ai une super famille. J'ai 2 parents, j'ai un frère. J'adore ma famille. Mes parents n'ont pas vraiment fait d'études. Ma mère un peu dans l'informatique, mais assez rapidement, elle est rentrée dans le monde de la formation en étant formatrice elle-même. Ensuite, elle a bossé dans des boîtes comme directrice commerciale dans des cabinets de formation. Et ensuite, elle a eu l'envie de monter sa propre structure. Avant ça, elle avait même fait un peu d'entrepreneuriat. Je crois qu'elle avait monté elle avait monté une des premières boîtes en France qui vendait des Mac de la marque Apple. Donc, assez jeune, elle avait la casquette d'entrepreneur. Et mon père, lui, pas vraiment d'études. Il voulait être acteur. Il a fait des cours de théâtre, il a fait de l'acting, il a été à ça de percer, mais au final, ça n'a pas marché. Il a travaillé à la RATP à conduire des métros en se levant à 3h du matin.
Mais ensuite, il s'est rendu compte que c'était pas le meilleur boulot. Et donc, il a travaillé comme apporteur d'affaires dans des boîtes d'événementiel, de communication. Et ensuite, il a monté sa propre structure où il était dans la communication d'événementiel. Donc, j'ai grandi dans un cadre familial où mes deux parents étaient à leur compte. Ouais. Donc, il y avait la dimension entrepreneuriale qui était bien présente, avec l'idée de bosser pour soi, de pas avoir de patron, de pas aimer l'idée de rendre des comptes à N+1, etc. Ouais. En même temps, j'ai grandi donc en voyant mes parents travailler 7 sur 7. Et donc, aujourd'hui, pour moi, travailler les samedis et les dimanches, c'est parfaitement normal. D'accord. J'ai grandi où mon père, certains soirs de semaine, il ressortait travailler après le dîner. Mon père, il me réveillait les dimanches à 8h du matin. Parce que c'est dimanche, oui, mais faut pas faire des grasses maths, tu perds du temps. Ouais, bien sûr. Par rapport au travail toxique, c'est noté? Non, pas du tout. Non, mais on a une très forte valeur au travail. Et mon frère, qui lui aussi veut être acteur comme mon père, il a repris la passion familiale. Ouais. Lui, qui est donc acteur et comédien, on pourrait se dire, donc il est comédien, il fume, il est nonchalant, il se lève à 13h, etc. Pas du tout. C'est une machine de discipline, de productivité, etc. Il a quel âge? Il a 27 ans. 27 ans. Okay. On a 3 ans d'écart. Ouais. On est dans deux mondes vraiment différents, mais pourtant, on est les deux mecs les plus proches sur cette terre. Trop bien. Donc, génial. Il a fait quoi comme formation? Il a fait une école de théâtre après le bac qui s'appelle l'école Claude Mathieu. D'accord. Qui est à Max-Dormois, ou qui était du moins à Max-Dormois. Et c'était 3 ans. Donc, il a fait ça de 18 ans à 21 ans. Ouais. Et ensuite, il est sorti de cette école. Donc, ça fait 5-6 ans qu'il enchaîne les castings, les courts-métrages, les projets. Donc, il se voit monter dans la qualité des projets au fur et à mesure. Aujourd'hui, il est dans la comédie musicale La haine de Kassovitz. Ah, ok, trop bien. Ouais, vachement cool. Très, très content. Ouais. On le voit de plus en plus dans des petites séries, etc. Donc, c'est long, mais ça avance. Ça avance, ouais, clairement. Il est très content. Trop bien. Donc, ils t'ont soutenu dans ta démarche de reprendre l'entreprise. Enfin, voilà, ouais, on est très axé sur le travail, on est très proche, un cadre familial avec des valeurs de sport, de travail, beaucoup de complicité, beaucoup de partage. Donc, et c'est ce qui m'amène à dire qu'aujourd'hui, j'ai une super famille. Parce que j'ai eu la chance d'avoir mes parents qui m'ont payé mes 3 premières années d'études, qui m'ont donné les chances, qui m'ont donné beaucoup d'amour, beaucoup de soutien, beaucoup d'encouragement, des bonnes valeurs. Et ils ont contribué à mort à la personne que je suis aujourd'hui. Okay. Vraiment. Donc un environnement bienveillant, ultra bienveillant, ultra propice. Chaque été, je préfère privilégier des vacances avec ma famille qu'avec des potes. Donc vraiment, je leur dois tout. Ouais. Okay. Et j'aimerais savoir, pourquoi tu as dit oui à cette interview? Enfin, j'ai dit oui parce que j'ai jamais eu l'occasion de faire ça. Et moi, j'ai envie de découvrir un max de trucs, vivre un max d'expériences aussi simple soit-elle. Et c'est un super exercice. Ouais. Aussi, deuxième raison, en tant que bègue, c'était un petit challenge. Et je voulais voir comment ça se passait. Ouais. Et c'est trop cool. Troisième raison qui me vient, c'est limite une session psychanalyse, introspection. Donc, c'est vachement cool d'avoir ces questions pour y répondre. Et puis, c'est un bon moment à rigoler ensemble. Ouais, j'espère. De toute façon, toutes les fois où tu as bégayé, je les ai coupées au montage. Donc, les gens n'y verront que du film. Donc, ils vont écouter un podcast de 3 minutes, quoi. Ils vont croire que tu parles super bien, alors que pas du tout. Tu vois, donc tu parles de psy et c'est un sujet sur lequel j'aime beaucoup aller, même si j'ai pas trop l'habitude dans mes épisodes. Lui, mon psychiatre, c'est un énorme sportif. Il a fait une 40aine de marathons. Trop bien. C'est un crack. Mais il m'a dit, les gens, fondamentalement, les gens qui font des sports comme ça, des sports très durs, très cardio, il y en a pas, ils ne s'aiment pas. C'est des gens qui ont des trucs à se prouver, parce que personne ne court 42 bornes ou même 100 km par pure bonté d'âme et parce que juste ils trouvent ça intrinsèquement bien. Il y a une notion de se prouver quelque chose, de se faire mal, de le montrer, etc. Moi, je signe complètement avec cette définition-là. Je suis très fier, j'aime beaucoup le sport, mais je sais qu'in fine, c'est pour nourrir quelque chose en moi qui en a besoin. T'en penses quoi? Dans ta phrase, tu as dit c'est des gens qui ne s'aiment pas et qui ont des trucs à se prouver. Je suis grave d'accord sur la deuxième partie, j'ai des choses à me prouver, mais par contre, moi, je m'aime. Tu t'aimes? Je suis grave en paix avec moi-même, je suis fier de qui je suis, je suis confiant quant à ce qui m'attend. Ouais. Par contre, la deuxième dimension, j'ai des trucs à me prouver. J'ai besoin d'accomplir des choses, parce que chaque chose que j'accomplis, c'est une brique en plus
dans ma construction, dans l'assurance que j'ai. Et j'ai envie vraiment, le jour où je meurs, de regarder ma vie et de me dire, putain, j'ai fait ci, j'ai accompli ça, j'ai vécu ça, et de me dire que j'ai vécu la vie à 300 à l'heure. Okay. Donc vraiment, les marathons, les ultra-trails, c'est dans une dimension de vivre des émotions, des moments, et de me prouver des trucs pour me dire que je sais ce que c'est, quoi. Okay. Ouais. Ouais, et je pense que ce qui différencie de moi déjà et de la plupart des gens qui font ces... Bon, je pense qu'il y en a qui font ça de manière parce qu'ils aiment ça fondamentalement. Mais toi, en fait, depuis que tu es tout petit, donc ta construction, en fait, c'était déjà là présent et c'est une habitude plus qu'un besoin de se prouver des choses que moi, je peux avoir, par exemple. Pour moi, l'exemple type, c'est que tu utilises très peu Strava. Ah ouais. Voilà. Donc, tu n'es pas là pour que les gens le voient et que les gens t'envoient des kudos. Ouais. Là où, pour moi, Adrien, Erwan, donc des potes qui courent aussi, ça fait partie du truc, quoi. Ça ajoute du charme. Donc là-dessus, je pense que tu te différencies un petit peu aussi. Mais ok. Ah, c'est vrai, j'en ai rien à foutre de Strava. Ouais. J'utilise Strava quand il y a des courses. Ouais. Donc, on Strava, il y a une course tous les 6 mois. Mais sinon, les gens, ils vont vraiment avoir l'impression que je ne m'entraîne pas. Alors que je m'entraîne, mais c'est en off, quoi. Ok. Je m'entraîne sans montre. Ok. Et le jour J, tu tapes un marathon en moins de 3 heures et tu fais oh là là, les gars, j'ai rien fait, j'ai pas bossé. Alors qu'en fait, tu l'as bossé comme une mule. Alors qu'en fait, je m'entraîne 20 heures par semaine. Ouais, non, pas du tout. Hein. Pas du tout. On a mentionné très brièvement J'éducare, donc je l'ai déjà dit, c'est l'association caritative de PSB. Ça remonte, ça. Hein. Ouais, ça remonte. Tu l'as reprise du coup en 2e année. Ouais. Au-delà du challenge, donc en tant que bec de se mettre en avant, etc. Pourquoi J'éducare ? Pourquoi l'association caritative en particulier ? De un, la réponse sympa, je pense que c'est parce que c'était plus sensé et la cause était plus noble qu'organiser des week-ends d'intégration pour 600 étudiants bourrés. Mm-hmm. Et aussi, peut-être un peu par opportunisme, où il n'y avait pas 36 000 associations que je pouvais reprendre. J'avais envie de voir ce que c'était que gérer une association avec une première petite expérience au management, à la gestion d'un petit budget, mettre en place des événements, mettre en place des partenariats avec l'UNICEF, avec le don du sang, avec Emmaüs, etc. J'ai adoré faire ça. Mes notes de 2e année en ont grave pâti parce que je m'étais beaucoup trop investi dans l'association au détriment de mes notes. J'étais stressé, mais bon, t'as 19 ans, quoi. C'était en 2013-2014, donc t'es un gosse. Mais c'était trop cool. C'était trop cool. Putain, c'est fou, le mec est parfait, quoi. Il est gaulé comme un Apollon, il bosse pour une asso caritative, il travaille beaucoup. C'est on va couper la caméra, qu'on va faire des trucs là. Calme-toi. C'est difficile de pas t'aimer, bordel. Arrête un peu. T'es naturellement extraverti ou pas ? Ouais. Ouais, complètement. Ouais. Ok. Je suis extraverti. J'ai l'impression que les premières années, quand j'étais au collège, lycée, j'étais plus introverti parce que je vivais mal le bégaiement. Mm-hmm. Et donc, j'avais beaucoup plus d'appréhension et difficulté à m'exprimer en public, m'exprimer dans un collectif, mes groupes de potes, etc. Ouais. Et puis, j'ai commencé à faire beaucoup de travail sur moi-même à partir de 18 ans. Et donc, à sortir de cette introversion et plus aller vers le côté extraverti. Ouais. Donc, j'adore rencontrer les gens, j'adore écouter les gens, j'adore échanger. Mm-hmm. Et ça de plus en plus, clairement. Okay. Pourquoi ? Non, c'est une question parce que j'écoute pas mal de podcasts de gens qui parlent un peu de tout ça et qui se mettent en avant, mais pour beaucoup, en fait, qui sont naturellement introvertis, c'est aussi un travail énorme. Je me demandais si, vu que tu as beaucoup de volonté, si ça en faisait aussi partie. Mais du coup, non. Il a fallu que tu débloques un peu ce problème de bégaiement. Et après, une fois que tu avais ouvert les portes du champ des possibles, là, tu as commencé à... Ouais, vraiment. Ok. Ça va me mener à la question de Simon, que j'ai vu il y a quelques jours, qui avait une question pour toi. Oui. L'invité précédent. On n'a pas beaucoup parlé de projet, lui et moi, et toi et moi aussi aujourd'hui. Il aimerait savoir, est-ce que tu t'es fixé un objectif, un rêve que tu as envie d'accomplir dans les 3 à 6 prochains mois ? Et qu'est-ce que tu as mis en place pour y arriver ? Dans les 3 ou 6 prochains mois, donc c'est à court terme. Plutôt à court terme. Ouais. Il y en a que je peux dire, il y en a que je peux pas dire. Je pense que l'Ironman, c'est un très bel objectif que j'ai. Ouais. C'est pas un rêve ou quoi. Et je pense que c'est un objectif qui est parfaitement atteignable. Mais un rêve, là aussi, ça fait quoi ? Une autre question que tu as posée, c'est clairement quels sont mes rêves ? C'est une question que je me pose de temps en temps, à laquelle je prends pas assez de temps pour réfléchir. Ouais. Parce que j'ai pas une vision à 10 ans, tu vois. J'ai des aspirations, j'ai des envies, mais avoir un gros projet de vie, un gros rêve, j'en ai pas.
D'accord. Et donc là, pour répondre directement à ta question et arrêter le bullshit et digression, un objectif à 3-6 mois, je dirais que... ou un an, tu vois. Mais ou un an, ce qui sort le plus de l'ordinaire, là, c'est être l'Ironman ou c'est avec mon premier triathlon. C'est ce que je te disais, il faut que j'apprenne à nager le crawl, là. Ouais. Donc c'est un peu ambitieux, mais je me connais, je sais de quoi je suis capable. Et, moi, je m'inquiète pas pour toi. Et tu vois, c'est marrant parce qu'avec avec Simon, du coup, qui lui, son rêve, c'était de faire des spectacles, du théâtre, etc. Donc il le fait. C'est beau. On parlait d'objectifs en mode, ok, c'est quoi ton rêve dans la vie? D'accord, tu fais quoi aujourd'hui pour y arriver? Ouais. Et tu me dis que t'en as pas vraiment? Un rêve? Ouais. Non. C'est fou. Enfin, c'est fou. C'est fou. J'ai une bucket list, genre faire les 7 sommets, donc le plus haut sommet de chaque continent. Ok. Envie d'être équilibré. Ouais. Il n'y a pas un seul et même objectif principal qui écrase les autres. Non, c'est gérer dans l'entrepreneuriat en montant plus tard d'autres boîtes. J'ai pas d'idée à ce stade-là. Je me concentre juste sur se faire savoir et je suis très heureux. Mais je me dis qu'à un moment, il va falloir que je sorte un projet qui vient vraiment de mes tripes et dans lequel je m'éclate à 100%. J'ai pas pris le temps de réfléchir à ça, mais un jour, il faudrait que j'y arrive, tu vois. Okay. Dans le sport, c'est faire des meilleurs temps sur les marathons, faire des Ironman, faire des ultra-trails de plus en plus durs, de plus en plus longs. Dans les investissements, passer de plus en plus de temps avec ma famille, avec ma copine. C'est vraiment des choses qui sont plutôt simples, mais si nécessaires et essentielles. Ok. Pour moi. Ah, non, mais ça a l'air très très sain ce que tu me racontes, mais moi, j'ai vraiment pas cette façon de voir. Enfin, il n'y a pas autant de simplicité dans ma tête, on va dire. Et effectivement, moi, c'est plus, j'ai un objectif en tête ou j'ai un fantasme que je n'arriverai jamais à assouvir. C'est quoi? Bah, par exemple, tu vois, j'ai commencé le théâtre il y a 6 mois. Et je prends un pied monumental. Et mon fantasme, ce serait, j'adorerais être acteur. Sauf que je sais que c'est pas réaliste. Ou alors, je sais que j'ai pas l'envie ou la rigueur pour le faire vraiment. Je le ferai jamais. Ouais. Mais c'est un fantasme. Tu vois. T'as pas d'équivalent? Spontanément, non. Ok. Non, mais c'est pas une mauvaise réponse. J'ai plein d'ambitions que j'estime toutes atteignables dans le business, dans le confort de vie, dans les voyages, dans les relations, dans le sport. Mais un truc qui est vraiment mon moteur chaque matin, unique, non, j'ai pas. Ok. Donc oui, je suis très simple, mais avec des très grandes ambitions. Ok. Mais à chaque fois qui sont raisonnées et très tangibles, tu vois. Genre, les ambitions que j'ai, je sais que je vais y arriver, sans problème. Ça prendra le temps, mais ce sont des choses qui sont atteignables et très tangibles, clairement. Et donc, si on raisonne hors des projets ou des fantasmes ou quoi, est-ce qu'il y a un truc aujourd'hui que tu aimerais corriger dans ta façon d'être, dans ta façon d'agir, par exemple, tu vois, le fait de prioriser, est-ce que c'est un truc que tu veux corriger, par exemple? Les choses qu'il faut que je corrige, c'est moins mettre la pression à mon entourage. Ah ouais? Tu mets la pression à ton entourage? C'est ce que me disent mes parents, mon frère, ma copine. D'accord. Dans le sens où je me mets moi-même beaucoup la pression, avec des objectifs, des standards, etc. Et j'estime que c'est des choses qui marchent, qui fonctionnent. Et donc, je veux que mes proches, que j'affectionne beaucoup, appliquent les mêmes règles, tu vois. Ouais. Sauf que c'est pas toujours agréable d'avoir un mec qui te dit quoi faire, qui te donne des conseils, etc. C'est bon, on t'a trouvé un défaut. Un défaut non, mais je suis psychorigide, je peux être hautain parfois. Ah ouais? Ouais. Ok. Bon, ça, que tu connais pas énormément. Donc, non, mais je peux dire des choses de manière un peu condescendante parfois. Je peux être un peu cassant dans mon ton parfois. Je peux mettre la pression parce que ce sont des choses que j'applique à moi-même, tu vois. D'accord. Mes autres défauts, je mange trop de merde. Non, mais alors, c'est pas... Allez, c'est parti. Elle est longue, la liste. Hein. Où tu te présentes, je suis parfait. Je vais bien te montrer que je suis une grosse merde. Est-ce que tu as une question pour le prochain invité? Mais la prochaine invitée. C'est drôle parce que j'ai eu le seum quand j'ai entendu la question que ce Simon m'a posée. Ouais. Parce que moi, la question que j'avais préparée, c'était quel serait ton plus gros projet si tu savais que tu pouvais pas échouer? Quel serait ton plus gros projet si tu savais qu'il y avait que le succès qui t'attendait à la fin? C'est marrant, je crois qu'on a quasiment fait... On a une question un peu assez similaire, mais bon, peu importe, je digresse. Ok, tu veux garder celle-là du coup ou tu veux changer? Tu peux la garder, hein, pas de mal.
je peux la garder, sinon je dois en trouver une autre là en live. T'es pas obligé. S'il avait une grosse chose à pouvoir changer dans son passé, laquelle ce serait? Waouh. Du coup, c'est quoi ta réponse? Bah, il faut cibler des moments de vie qui sont à des trajectoires en termes de choix. Ouais. Et je pense que la prépa. La prépa? Ouais, je pense. Je suis parfaitement heureux dans la vie dans laquelle je suis, mais je pense qu'avec une prépa, tu tapes une grosse école et ça peut t'ouvrir encore plus de portes. Okay. Après, c'est dans le schéma très français de dire que la prépa, c'est la carrière élitiste qui t'ouvre les grosses boîtes, etc. Et c'est pas forcément ça qui t'épanouit le plus. Bien sûr. Aujourd'hui, je suis le mec le plus heureux, le plus épanoui. Ok. Mais avec une prépa, je pense qu'on s'ouvre encore plus de possibilités. D'accord. Ouais. Ok. Et c'est la seule réponse qui me vient pour moi, qui est peut-être la preuve que je suis grave en paix avec moi-même et avec ce que j'ai pu faire. Et c'est le cas. Ok. On lui donne le bon Dieu son communion. Non, mais en vrai, c'est bien. J'ai pas de regrets dans ma vie. Tant mieux. Ouais. Tant mieux de ouf. Ok. Et toi, as-tu des regrets? Je pense que j'ai beaucoup de regrets. Après, le truc, c'est que si avec des sites, tu vois, on changerait tout. Je pense que je m'en suis satisfait et je m'en contente, mais je pense que je regrette un peu l'école de commerce, in fine. Mais ça, je l'ai compris après. Je pense que je regrette de pas avoir commencé une thérapie plus tôt. Ok. Je pense que je regrette certains accès de certains pans de ma personnalité, mais que je peux pas contrôler. Que j'apprends à contrôler. Mais là, il n'y a pas d'évidence qui me vienne. Si, je pourrais dire, j'aurais adoré me lancer dans mon objectif là d'indépendance et de changement de carrière plus tôt. Ouais. Mais bon, je ne pouvais pas savoir. Enfin, voilà, c'est pas non plus un travail de fond sur le long terme, donc c'est normal aussi que je le fais aussi tard. Enfin, tard. J'ai que 28 ans. Vous arrivez au bon moment. Oui, voilà, il arrive, il devrait arriver. Donc, j'ai pas de réponse toute faite. Plein de trucs à changer quand même, mais j'ai pas la réponse qui me saute aux yeux. Très bien, écoute, Hugo, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant dans les médias? Du succès à notre marathon de Zurich dans un mois, qu'on aille chercher le 2,49 ensemble, du début à la fin. Quand l'épisode sortira, on l'aura déjà fait, donc on l'aura fait. On verra. Mais sinon, de continuer cette vie dans laquelle je m'éclate. Mm-hmm. Ouais. Et si on veut suivre ton activité, ton actualité, où est-ce qu'on peut... OnlyFans. OnlyFans. Et vas-y, on va... Non, tiens, une chose qu'il faut que je travaille pour répondre à ta question, c'est LinkedIn. Je suis très peu présent sur LinkedIn. Donc, LinkedIn ou Strava pour être un peu comme tout le monde. Ouais, mais si tu publies pas sur Strava... Non, mais qu'il faut que je m'y mette peut-être. Tu vois qu'il faut que je monte en puissance sur Strava, sur LinkedIn. Ok. Parce qu'on n'est pas seulement dans l'être, mais dans le paraître, j'ai l'impression maintenant. Il y a beaucoup de ça. Mais sinon, non, moi, je suis en réseaux sociaux, je suis Instagram. Mm-hmm. Mais de manière normale, quoi. Ouais. Mais sinon, je pourrais donner mon 06. Ok, bon, on mettra tout ça dans la description. Merci beaucoup, Hugo. Merci à toi, c'est un plaisir. Merci d'avoir écouté Rupture Co. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager et laisser un avis, ou même à nous contacter directement pour nous le faire savoir. Tu retrouveras nos contacts et réseaux sociaux dans la description de l'épisode. Et en attendant le prochain, pose-toi la question, et toi, tu veux faire quoi quand tu seras plus grand ?